Alors, qu'est-ce qu'on possède réellement? La question paraît simple, mais en droit, elle ouvre la porte sur une notion absolument centrale, le patrimoine. Attention, ce n'est pas juste la liste de nos biens, non, c'est bien plus abstrait. Imaginez une sorte de grande enveloppe qui contient tous nos droits et toutes nos dettes, du moment qu'on peut leur donner une valeur en argent. C'est en quelque sorte le portrait robot de notre situation financière, mais vu à travers les yeux de la loi. Bon, pour bien démêler tout ça, on va y aller étape par étape. On va d'abord définir précisément le patrimoine. Ensuite, on regardera ce qu'il y a dedans, l'actif et le passif. Puis, on va plonger dans la nature des droits qui le composent. On verra comment on calcule sa valeur nette. Et on terminera avec quelques distinctions qui sont essentielles à comprendre. Allez, on commence par les fondations. Qu'est-ce que le patrimoine, exactement, en droit français? Voilà la définition de base, c'est l'ensemble des droits et des obligations d'une personne qui ont une valeur pécuniaire. Le concept clé ici, c'est celui d'universalité juridique. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça signifie que l'actif et le passif sont liés, ils sont inséparables. En gros, tous les biens répondent de toutes les dettes. Et de cette idée découle une règle d'or, un principe hérité du droit romain, l'unicité du patrimoine. C'est simple, chaque personne, qu'elle soit physique ou morale, a un patrimoine. Un seul et unique patrimoine. C'est comme une ombre juridique qui nous suit partout et qu'on ne peut pas vendre de son vivant. Maintenant, ouvrons cette fameuse enveloppe pour voir en détail ce qu'il y a à l'intérieur. Cette image de la balance, elle est parfaite pour illustrer ça. Le patrimoine, c'est un équilibre constant entre deux grandes masses. D'un côté, on a l'actif, c'est-à-dire tout ce qui a une valeur positive, et de l'autre, le passif, qui représente l'ensemble des dettes, des obligations. Côté actif, on va donc trouver des choses très concrètes, comme un droit de propriété sur une maison, mais aussi des créances, c'est-à-dire tout l'argent que d'autres personnes nous doivent. Et du côté passif, eh bien, c'est l'inverse. Ce sont toutes nos dettes, nos obligations légales, tout ce qu'on doit payer. D'accord. Maintenant, on va zoomer un peu plus sur l'actif. On va voir que sa structure est un peu plus complexe qu'une simple liste de biens. Ce schéma nous donne une très bonne vue d'ensemble. On voit tout de suite qu'il y a une division majeure, une distinction fondamentale entre deux grandes catégories de droits. Ce qu'on appelle les droits réels et les droits personnels. Alors là, c'est un point capital à comprendre. Le droit réel, comme son nom l'indique, c'est un pouvoir direct, immédiat sur une chose. Le droit de propriété en est l'exemple parfait. À l'inverse, le droit personnel, qu'on appelle aussi droit de créance, ce n'est pas un droit sur une chose, mais un droit contre une personne. C'est le droit d'exiger de quelqu'un qu'il fasse quelque chose, qu'il donne quelque chose ou qu'il ne fasse pas quelque chose. Au sein des droits réels, on fait une autre distinction entre les biens corporels, qu'on peut toucher, comme une voiture, et les biens incorporels, qui n'ont pas d'existence physique, mais ont bien une valeur, comme un brevet ou une œuvre d'art. Et on peut encore affiner. Les biens corporels se divisent eux-mêmes en deux. Les meubles, tout ce qui peut être déplacé, et les immeubles, ce qui est fixe, comme un terrain ou une maison. Mais c'est là que ça devient un peu subtil. Prenons un cas pratique, une chaudière. A priori, on peut la démonter, la déplacer, non? C'est donc un bien meuble? Eh bien, pas si vite. Et la réponse, c'est une petite merveille de logique juridique. L'immeuble par destination. C'est une fiction. Même si la chaudière est mobile par nature, la loi la considère comme un immeuble. Pourquoi? Parce qu'elle est fixée de façon permanente au bâtiment et qu'elle est indispensable à son utilisation. Donc, juridiquement, elle fait corps avec l'immeuble. Bon, on a vu la théorie, maintenant passons à la pratique. Comment est-ce qu'on calcule la valeur de tout ça dans le monde réel? Regardons ensemble ce cas concret. C'est le genre de tableau qu'on dresse typiquement lors d'une succession ou d'un divorce. On va calculer la valeur nette de ce patrimoine. Allez, c'est parti. D'abord, on fait la somme de tout ce qui est dans la colonne de l'actif. On additionne tout et on arrive à un total de 280 900 €. Ensuite, on fait la même chose pour les dettes, le passif. On additionne et on obtient un total de 113 000 €. Et maintenant, le calcul final est le plus important. On prend l'actif et on soustrait le passif. On obtient 168 900 €. Voilà l'actif net. C'est ça, la richesse réelle de la personne à un instant T. Parfait. Pour terminer, prenons juste un peu de hauteur pour bien fixer les idées avec quelques dernières caractéristiques importantes. Tous ces droits qui se trouvent dans le patrimoine, ils ont 4 grandes caractéristiques. Ils sont cessibles, on peut les vendre. Ils sont transmissibles, on peut en hériter. Ils sont saisissables, les créanciers peuvent mettre la main dessus. Et enfin, ils sont prescriptibles, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'éteindre si on ne les exerce pas pendant un certain temps. Et ça nous amène à la distinction finale qui est essentielle.
Il faut opposer les droits patrimoniaux, qui sont dans l'enveloppe et ont une valeur en argent, et les droits extra-patrimoniaux. Ces derniers, comme le droit à la vie privée, le droit à l'honneur, sont intimement liés à la personne, ils sont hors du commerce, ils n'ont pas de prix, et donc ils ne font pas partie du patrimoine. On termine donc avec une question pour la route. Si on accepte que toute notre vie financière est contenue dans cette seule et unique enveloppe juridique, comment est-ce que ça modifie notre façon de penser à la dette et à la propriété? On ne les voit plus comme des éléments séparés, mais bien comme les deux faces d'une même pièce totalement interconnectées.